Salam alaikum, Azul Fellaoun. Aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie algérienne et du principe de l'excellence. Et je vais vous faire un parallèle avec le sport. Est-ce que vous connaissez cette grande dame, car il faut l'appeler ainsi? Cette grande dame a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris l'été dernier. Oui, c'est la médaille d'or. Et à qui on donne la médaille d'or? Est-ce qu'on la donne au deuxième? Non, on lui donne la médaille d'argent. Est-ce qu'on la donne au troisième? Non, on lui donne la médaille de bronze. Et est-ce qu'on la donne au quatrième? Non, le quatrième, il n'a rien. Il est out. Car en sport, on ne reconnaît que l'excellence. Cette grande dame qui s'appelle Kayla Namour a obtenu la médaille d'or car c'est la meilleure dans son domaine. Number one. C'est ça le sport. Le sport reconnaît l'excellence. Et il n'y a pas que Kayla Namour. Il y a notre grande star nationale aussi, Iman Khalif. Iman Khalif dans son domaine qui est le sport, comme Kéliane Moore dans le domaine de la gymnastique. Iman Khalif est la number one dans son domaine. Et c'est la raison pour laquelle elle a obtenu la médaille d'or. Car le sport, je le répète, ne reconnaît que l'excellence. Si vous n'êtes pas excellent, si vous n'êtes pas number one, la première ou le premier, vous n'êtes pas récompensé. C'est une règle très simple que le monde entier connaît, que le monde entier reconnaît et que le monde entier respecte. Que ce soit Madame Kéliane Namour ou Madame Iman Khalif, si toutes les deux ont obtenu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est parce que c'était et sont les meilleurs dans leur domaine respectif. Alors vous savez, il fut un temps où l'Algérie n'était pas simplement excellente dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine diplomatique. Souvenez-vous de ce grand homme ici. Regardez la classe, l'élégance, l'intelligence, la culture. C'était Feu Cherif Guellel, c'était notre ambassadeur de la République algérienne ici avec le président américain John Fitzgerald Kennedy. C'était en 1963, date à laquelle il avait été nommé ambassadeur de la République algérienne aux États-Unis en 1964, ambassadeur de la République algérienne au Canada. C'était le symbole de l'excellence diplomatique algérienne. Et ça se voit, regardez, ça se voit. C'était la jeunesse, c'était la culture, c'était l'intelligence, c'était la finesse, c'était un carnet d'adresses phénoménal. Et c'est Feu Cherif Guellel qui avait organisé la rencontre entre Feu Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne, et Feu John Fitzgerald Kennedy, ici à Washington. Car nous avions de brillants diplomates. Et je pèse mes mots, des brillants diplomates. La diplomatie algérienne, à l'époque, dans les années 60-70, elle était excellente. Elle avait la médaille d'or de la diplomatie. Et c'est pas pour rien que, en janvier 1981, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, ont fait appel à la diplomatie algérienne pour essayer de faire libérer les diplomates américains qui étaient pris en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'était le 20 janvier 1981. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères algérien, c'était Feu Mohamed Seddiq Ben Yahya Rabbi Yarhamou, qui avait été le plus jeune négociateur des accords d'Évian entre 1961 et 1962. Mais c'était le passé de l'Algérie, c'était le passé de l'excellence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments d'excellence aujourd'hui, mais ils sont bien rares, ils sont bien rares. Pourquoi? Car pendant les 4 mandats de Feu Abdelaziz Bouteflika,
il y a eu de l'excellence, mais non pas dans le domaine sportif, non pas dans le domaine diplomatique, il y a eu de l'excellence dans le domaine de la corruption. Voici un exemple. Abdeslam Bouchouareb, ici avec le président français Emmanuel Macron. À l'époque, en 2017, ils étaient tous les deux ministres de l'Industrie et de l'Économie. Abdeslam Bouchouareb était excellent dans la corruption, excellent dans la façon de dilapider les richesses de notre Algérie bien-aimée. Il n'y avait pas que Abdeslam Bouchouareb qui a eu la médaille d'or de la corruption soutenue par la France. Il y avait évidemment l'inénarrable Chekib Khalil, regardez, avec son épouse, qui portait des bijoux grâce à la corruption en Algérie. Et ils étaient excellents, excellents dans la corruption. Mais il n'y avait pas que Abdeslam Bouchouareb, il n'y avait pas que Chekib Khalil qui était excellent dans la corruption. Vous avez aussi leurs rejetons, c'est-à-dire les enfants de responsables. Oui, on n'a pas de monarchie politique en Algérie, mais nous avons une monarchie, une aristocratie de la corruption. Regardez ce playboy-là. C'est Farid Bejaoui. Et c'est qui Farid Bejaoui? C'est le neveu d'un très grand juriste, d'un très grand constitutionnaliste, d'un très grand ministre qui s'appelle Mohamed Bejaoui, qui était entre autres ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et pendant une dizaine d'années ambassadeur de la République algérienne à Paris entre 1970 et 1979. Mais qu'a fait son neveu? Il a dilapidé l'argent du pétrole et du gaz algérien avec son mentor, Chekib Khalil, qui lui a prêté 2 milliards de dollars pour jouer en bourse. Mais il n'y a pas que Farid Bejaoui, condamné en Algérie avec un mandat d'arrêt international, condamné au tribunal de Milan. Il y a aussi le fils de l'ancien président d'Outqaddour, Nassim Oudqaddour, qui est un vrai spécialiste de la corruption. Vous savez que je lui dois à ce jour 7 millions d'euros, car j'avais publié l'adresse de l'appartement qu'il avait acheté avec l'argent du peuple algérien à Neuilly-sur-Seine, et je n'ai jamais voulu payer, car la justice française m'a condamné en juillet 2017 à payer 4 000 euros par jour tant que je ne supprimais pas de ma page Facebook l'adresse de l'appartement qu'il avait acheté à Neuilly. Et ce Nassim Oudqaddour fait partie de l'excellence de la corruption. Lui aussi condamné par la justice algérienne, mandat d'arrêt international contre lui, mais il est libre comme l'air, comme Abdeslam Bouchouareb, comme Chekib Khalil, comme Farid Bejaoui, comme Nassim Oudqaddour. Tous ces gens-là ont de multiples nationalités. Ce sont les médaillés d'or de la corruption algérienne. Mais il n'y a pas que ces rejetons. Il y a l'inoubliable ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saïdani. Oui, vous imaginez, on est passé de feu Cherif Gellel, on est passé de feu Mohamed Seddiq Ben Yahya à des personnes comme ce monsieur pour représenter le parti de la révolution algérienne. Vous imaginez, on est loin de l'excellence. L'excellence de l'Arbi Ben Mehdi, de Abbar Ramadan, de Hassiba Ben Bouali, Rabbi Yarhamoum. On est passé à ce monsieur-là pour représenter l'Algérie. Vous imaginez, ce monsieur était le patron du FLN, le parti qui a libéré l'Algérie. Ce monsieur était à la tête de l'Assemblée populaire nationale. Vous imaginez, de médaille d'or de la diplomatie et du sport, on est passé à la médaille d'or de la corruption et de la dilapidation des richesses du pays. Alors, vous savez, quand on voit comment l'Algérie, à l'époque, était si excellente dans le domaine de la diplomatie, et même dans le sport, comme là, je vous ai pris l'exemple de Kélian Moore et de Iman Khalif, médaille d'or, donc les meilleurs dans leur domaine, reconnus dans le monde entier. Je vous ai parlé de la diplomatie algérienne, où je vous ai dit que les Américains faisaient appel aux diplomates algériens
pour trouver une solution pour libérer les diplomates pris en otage à Téhéran. À l'époque, nous avions aussi des grands avocats, et j'en ai parlé. Maître Mourad Seddiq, Maître Ali Boumedjer, Maître Amokran Ould Aoudia, Rabbi Yarhamoum. Aujourd'hui, pour défendre les intérêts de l'Algérie, on fait appel à des stagiaires françaises. Maître Camille Lucotte, qui est avocat depuis 8 ans seulement. Nous avons Maître Anne-Sophie Partex, qui est avocate depuis 5 ans. Voilà, 5 ans, depuis 2020. Voilà. Et évidemment, ces avocats-là, bon, c'est vrai qu'elles sont mignonnes, mais elles échouent dans leurs domaines respectifs. Maître Lucotte pour faire libérer un diplomate algérien emprisonné aujourd'hui, et Maître Partex pour obtenir l'extradition du médaillé d'or en corruption Abdeslam Bouchouareb en Algérie. Ben évidemment, vous savez, les temps ont bien changé. Alors, aujourd'hui, nous avons le plus grand philosophe, en tout cas le philosophe le mieux payé au monde, plus de 215 millions d'euros, Michel Onfray, qui se permet de dire que le danger est algérien, il n'est pas russe. Vous voyez, aujourd'hui, l'Algérie est un danger d'après ces philosophes-là, alors qu'à l'époque, c'était la solution pour libérer les otages. Alors, comment expliquer cette déflagration de l'image de l'Algérie à l'étranger? Comment se fait-il qu'on est passé de l'excellence sportive, de l'excellence diplomatique, à l'excellence dans la corruption et dans la représentation juridique? On n'a même pas d'avocat pour défendre notre pays en France. Vous savez, il y a un grand sociologue américain qui s'appelle Peter. Peter, il a écrit, on l'appelle Peter, il a écrit un livre qui s'appelle Le principe de Peter. Et il dit pourquoi les choses vont toujours mal. Voilà. Alors, vous le connaissez, je sais qu'alhamdoulilah, on a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, à la fois en Algérie et à l'étranger, qui connaissent ce livre-là, Le principe de Peter. Pourquoi les choses vont toujours mal? Et alors, je vais vous dire c'est quoi le principe de Peter, dont notre pays, au sens large du terme, est frappé. Alors, le principe de Peter est une loi empirique issue de faits expérimentaux, empiriques, c'est-à-dire liés à l'expérience, donc ou validés par l'expérience. Et cette loi est relative aux organisations hiérarchiques. Alors, organisation hiérarchique, ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être une université, ça peut être une entreprise privée ou publique. Et cette théorie, cette loi qui a été pensée en 1969 par Peter et Raymond Hull, dans l'ouvrage donc Le principe de Peter, dit que selon ce principe-là, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. C'est-à-dire que dans une hiérarchie, c'est-à-dire dans une organisation privée ou publique, toute personne a tendance à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. C'est-à-dire qu'il progresse, plus il progresse dans cette hiérarchie, plus il devient incompétent avec l'âge. Et cela a pour conséquence avec le temps que tout poste occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité risque de bloquer l'institution, ou plutôt risque de faire en sorte que cette institution, cette entreprise publique ou privée, n'arrive plus à obtenir les mêmes résultats d'excellence qu'avant. Oui, parce que plus vous restez dans une institution, dans une entreprise publique ou privée, moins vous apprenez de choses. Car avec le temps, vous vous laissez aller et puis vous mettez vos copains avec vous qui ne sont pas forcément des gens compétents. Et ces incompétents que vous avez placés avec vous, évidemment, ne vont jamais remettre en question votre autorité ou votre compétence au sein de cette institution, entreprise publique ou privée. Et au final, l'institution est grippée. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec notre diplomatie algérienne. Elle est grippée, car elle est, pour les dossiers
que j'ai évoqué à plusieurs reprises avec vous, que ce soit le dossier France, le dossier Sahara occidental, le dossier Afrique, le dossier États-Unis, nous n'avons plus autant d'éléments compétents et excellents. Et ça, c'est une loi, à vrai dire, sociologique, c'est pas spécifique à l'Algérie. Pour éviter d'arriver à ce seuil d'incompétence, il faut renouveler le personnel, aussi bien dans une entreprise privée, publique ou institution. Et si on ne renouvelle pas le personnel, nous allons vers la chute. Et nous allons aborder la raison pour laquelle je vous parle du principe de Peter. Donc je vais appliquer, ou plutôt tenter d'analyser avec vous pourquoi aujourd'hui notre diplomatie va mal. Pourquoi nous sommes en train de constater, d'observer une déflagration de l'excellence diplomatique algérienne. Et le dernier exemple en date qui illustre cette déflagration de l'excellence diplomatique algérienne au sujet d'un sujet extrêmement important pour nous les Algériens, c'est la question du Sahara occidental. The Voice of Africa. Donc c'est un journal, La Voix de l'Afrique, que vient de décrire La Voix de l'Afrique. Le Ghana se range du côté du Maroc dans le conflit du Sahara occidental, s'opposant à la position de l'Algérie. Vous imaginez ? Le Ghana se range du côté du Maroc dans le conflit du Sahara occidental, s'opposant à la position de l'Algérie. Ça date du 7 juin 2025. 7 juin 2025. Et là, vous voyez qui ? Vous voyez le ministre des Affaires étrangères du Ghana avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, tout sourire. Vous voyez ? Alors, en sport, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Allez, si on était dans un match de football, nous avons l'Algérie et le Maroc. Et l'enjeu, c'est le Sahara. Alors, est-ce que c'est l'Algérie qui gagne ou c'est le Maroc qui gagne ? Quand on voit cette image et cet article, ce titre de La Voix de l'Afrique, c'est évidemment le Maroc qui gagne et l'Algérie qui perd. Donc nous sommes éliminés. Pourquoi je vous ai cité l'exemple du Ghana ? C'est parce que c'est le dernier en date d'une longue série d'échecs diplomatiques qu'en tant qu'Algérien, je regrette, ça me touche, ça me heurte, ça me froisse. Car en tant qu'Algérien, on ne peut pas accepter de perdre sur un sujet aussi délicat sur lequel nous sommes engagés depuis plus de 50 ans pour aider tous les peuples africains à retrouver leur indépendance. Et on va continuer. Alors, le Ghana, c'est pas n'importe qui, vous le savez. Le Ghana a toujours soutenu, depuis 1975, la cause du peuple sahraoui du Sahara occidental en se rangeant derrière la position algérienne. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi il y a un changement tout d'un coup ? Car en janvier dernier, il y a eu des élections présidentielles au Ghana. Et vous avez un nouveau président qui s'appelle John Mahama. Et ce nouveau président a décidé de tourner le dos à la position officielle, en tout cas traditionnelle du Ghana, depuis 50 ans. Alors, dans cet article, il y a un sous-titre qui s'appelle « Un changement diplomatique ». La position du Ghana devient plus claire. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, dans un récent communiqué, a affirmé qu'il reconnaissait le projet de plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental comme, ouvrez les guillemets, une voie crédible et sérieuse vers une résolution durable et pacifique. Cette position s'aligne sur celle de la France et du Royaume-Uni, qui ont tous deux renforcé leur coopération diplomatique et économique avec le Maroc, tout en resserrant leurs liens avec Alger. Est-ce que vous avez retenu
les adjectifs importants de cette déclaration. Je vais vous les répéter. Le Ghana considère que le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental est une voie crédible et sérieuse vers une résolution durable et pacifique. Et comment justifie-t-il ce changement de cap diplomatique en disant que le différend sur le Sahara occidental constituait une impasse de longue date. Impasse de longue date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1975, c'est-à-dire depuis 50 ans, le dossier du Sahara n'a pas connu d'évolution. On est dans un labyrinthe, dans une impasse, ça ne bouge pas. Et je reprends le titre de The Voice of Africa. Le Ghana se range du côté du Maroc dans le conflit du Sahara occidental en s'opposant à la position de l'Algérie. Pourquoi? Car le Maroc, qui est pragmatique, en 2007, il a fait évoluer sa position diplomatique. Avant, il a toujours dit le Sahara est marocain, c'est comme n'importe quelle autre région du Maroc, on fait aucune différence, pas d'autonomie, rien du tout. Et l'Algérie, depuis 1975, a toujours dit le peuple sahraoui a le droit, à travers un référendum, de se prononcer dans le cadre de la voie de l'autodétermination, ensuite de l'indépendance. Donc l'Algérie répète la même chose, répète les mêmes éléments de langage diplomatique depuis 1975, alors que le Maroc, à partir de 2007, a fait évoluer sa position en disant qu'il était prêt à accorder l'autonomie à la région du Sahara occidental dans le cadre de la monarchie chérifienne. Le fait que depuis 2007, évidemment sous l'instigation de la France, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, donc le fait que depuis 2007 le Maroc a décidé d'évoluer dans sa position, évidemment qu'avec le temps, avec le lobbying, avec ce qu'on appelle le soft power, en arabe, Ouwa Naïma, soft power, concept développé par l'américain Joseph Nye, petit à petit, le Maroc a commencé à gagner des points. Et vu que l'Algérie répète toujours la même chose depuis 50 ans, vous savez, répéter, et ça a provoqué une impasse, au bout d'un moment, nos arguments, bien que légitimes sur le plan du droit international, sont devenus des arguments éculés. Ça veut dire quoi, arguments éculés? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus prise sur l'opinion publique internationale. En gros, ça ne matche plus, ça ne marche plus. Alors, il n'y a pas que The Voice of Africa qui fait état de ce revirement diplomatique du Ghana au sujet de la question du Sahara occidental. Il y a l'agence Reuters, qui est une des 4 agences de presse internationales. Voilà, Reuters. Voilà, avec la photo du ministre des Affaires étrangères marocain. Donc, Rabat, 5 juin, le Ghana a déclaré jeudi qu'il considérait un plan d'autonomie marocain comme la seule base pour régler le différend sur le Sahara occidental dans le cadre de l'ONU. Vous imaginez? Le Ghana considère que le plan d'autonomie marocain était la seule base. La seule, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. En gros, la position de l'Algérie sur le droit international, ou ce n'est pas une base, alors que sur le plan du droit, c'est une base solide. Mais les temps ont évolué, vous savez. Aujourd'hui, le droit, plus personne ne parle de droit international. Il suffit de voir ce qui se passe à Gaza, il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine avec la Russie qui a envahi l'Ukraine en février 2022. Le droit, c'est plus une base, on va dire, universellement acceptée et revendiquée par les États et par les opinions publiques. Donc, il faut vivre avec son temps. Vous savez, on n'est plus sous Windows 3, c'est fini Windows 3, vous savez, c'est périmé, ça ne marche plus. Donc, je répète, le Ghana a déclaré que le plan d'autonomie marocain était la seule base pour régler le différend sur le Sahara occidental. Bien sûr, il rajoute la phrase « dans le cadre de l'ONU ». Évidemment, à partir du moment où le plan d'autonomie marocain est discuté par les grandes puissances, mais aussi par les puissances africaines, forcément, à la fin, ça va aboutir à une résolution des Nations Unies. Sinon, tant que ce n'est pas validé par les Nations Unies, ça sera, comme c'est le cas aujourd'hui, une occupation du Sahara occidental par le Maroc, une occupation de facto, de fait, c'est-à-dire
qu'elle est réelle mais pas légitime, s'il y a une résolution, ça sera réel et légitime, c'est-à-dire de facto, c'est-à-dire réel, et de jure, c'est-à-dire légal. Et là, c'est dangereux, parce que là, on ne peut plus faire marche arrière. Alors, le conflit gelé depuis longtemps oppose le Maroc et considère le territoire désertique comme le sien, au front du Polisario soutenu par l'Algérie, qui y cherche un État indépendant. Donc, en clair aujourd'hui, que veut dire Reuters? Reuters, c'est une agence de presse anglaise. Elle dit que finalement, quand on lit entre les lignes, il n'y a que l'Algérie qui cherche à faire du Sahara un État indépendant. Vous savez, il faut décrypter ce qui est en train de se passer. Allez, après avoir parlé de The Voice of Africa, l'agence de presse britannique Reuters, maintenant, allons du côté des pays arabes. Donc, ça date d'il y a quelques jours. Écoutez-moi bien. The Arab Weekly. Le Ghana repousse la pression algérienne pour changer la position sur le Sahara occidental. Regardez. Incroyable, hein? En gros, l'Algérie a essayé de faire pression sur le Ghana pour essayer de maintenir sa position diplomatique concernant le Sahara occidental. Ça n'a pas marché. De nombreuses capitales africaines connues pour leur soutien aux revendications du Polisario ont décidé d'abandonner leur position. Regardez. Ça fait mal quand même, non? Je vais vous dire pourquoi ça fait mal. Alors nous avons évidemment notre président, vous connaissez, président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, qui s'appelle Ibrahim Bourali, qui n'est pas content, évidemment qu'il n'est pas content. Le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, M. Ibrahim Bourali, a reconnu l'incapacité de son pays, c'est-à-dire de l'Algérie, à changer la politique du Ghana lors de sa réception par le président de son parlement, Alban Soumana Kingsford Bagbin, en marge de leur participation à la 3e session des dialogues sur la prospérité en Afrique 2025. Bourali, donc M. Ibrahim Bourali, a exprimé son regret pour le changement de position du Ghana sur le conflit du Sahara. Car il faut savoir que depuis janvier, la position commençait à frémir, en tout cas la position du Ghana sur le Sahara occidental. Donc vous imaginez, M. Ibrahim Bourali a exprimé son regret pour le changement de position du Ghana sur le conflit du Sahara. On regrette. De nombreuses capitales africaines connues pour leur soutien aux revendications du Polisario ont décidé d'abandonner cette position. Vous imaginez? Est-ce que vous savez qu'au temps de Houari Boumediene, feu Houari Boumediene, dans les années 70, en 73, vous aviez 80 pays qui reconnaissaient le Sahara occidental et qui reconnaissaient le Polisario comme étant le représentant officiel du Sahara occidental. 80. Vous savez, aujourd'hui, on en a combien? Moins de la moitié. C'est une déflagration diplomatique. Allez, on continue. The Sudan Times, donc magazine lié au Soudan. Le Ghana soutient le plan d'autonomie du Sahara occidental au Maroc. Donc, je vous ai parlé de Voice of Africa. Je vous ai parlé de l'agence britannique Reuters. Je vous ai parlé d'un magazine arabe. Maintenant, je vous parle d'un pays arabe. The Sudan Times. Le Ghana reconnaît le plan d'autonomie du Sahara occidental au Maroc. Le Ghana a officiellement approuvé le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, déclarant qu'il est la seule base pour résoudre le différend dans le cadre de l'ONU. Vous imaginez? Cela aligne le Ghana sur un nombre croissant de pays occidentaux, africains et arabes soutenant la position de Rabat sur le conflit de longue date. Ça fait mal, non? C'est une déflagration diplomatique. On continue. Donc c'est un site internet proche du Sahara occidental. Sahara occidental, Sahel, Palestine et ONU. L'Algérie et Ghana s'accordent sur leur position. Ça, c'était le 5 mai. 5 mai, c'est-à-dire il y a un mois. Regardez comment le ton était positif il y a un mois seulement.
Et regardez, il y avait la visite du ministre des Affaires étrangères du Ghana en Algérie. Vous voyez, je n'invente rien. C'est la même personne, regardez. Ouais, c'est la même personne. Donc, d'un côté, vous avez le ministre des Affaires étrangères ghanéen qui est reçu par le président algérien Zine Majid Tebboune, et de l'autre côté, le même ministre des Affaires étrangères qui est reçu à Rabat par le ministre des Affaires étrangères marocain. Vous voyez? Alors, comment se fait-il que le 5 mai 2025, il y a un mois, à l'occasion de la visite officielle de 2 jours en Algérie du ministre ghanéen des Affaires étrangères, M. Samuel Okudzeta Ablakwa, l'Algérie et le Ghana ont annoncé vendredi la signature d'une déclaration commune sur le développement et le renforcement du partenariat politique et économique entre les deux pays. Ouais, je n'invente rien, hein. Donc c'était positif. On continue en dessous. Dans cette optique, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à trouver des solutions africaines aux problèmes du continent, tout en donnant la priorité au dialogue et à la réconciliation en tant que principe de résolution des conflits. Et pour la partie autodétermination du peuple sahraoui, les deux pays ont également appelé à la mise en œuvre d'une solution politique au Sahara occidental qui garantira le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international. Regardez, c'est ici. Donc ça, c'était le 5 mai 2025. Donc l'Algérie était contente, les Sahraouis étaient contents. Voilà, 5 mai 2025. Hop, un mois après, douche froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que la diplomatie marocaine arrive à obtenir des résultats et notre diplomatie échoue? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi le Ghana. C'est très très important, le Ghana. Je vous ai régulièrement parlé de ce grand homme, ici. C'est Monsieur Kwame Nkrumah. C'est le plus grand panafricaniste africain. Vous savez que le Ghana a organisé en 1958 la conférence des peuples africains où était représentée l'Algérie, en 1958 notamment, au travers de la présence d'un grand monsieur qui n'est pas d'origine algérienne, mais qui est un amoureux de l'Algérie que vous connaissez tous, qui est antillais, et d'ailleurs l'hôpital Ablida porte son nom aujourd'hui. Donc Kwame Nkrumah, c'est un vrai défenseur de l'unité africaine. Et là, on le voit avec le président américain John Fitzgerald Kennedy. Alors, Kwame Nkrumah avait été victime d'un coup d'État le 24 février 1966, au moment où il atterrissait à l'aéroport de Pékin en Chine. On lui a annoncé qu'il y avait un coup d'État qui avait été organisé par les policiers et les soldats de son pays. Et Kwame Nkrumah a toujours défendu l'Afrique, toujours défendu l'unité africaine et toujours défendu la cause des peuples africains pour qu'ils retrouvent leur liberté, leur dignité et leur indépendance. Et Kwame Nkrumah a insufflé un esprit panafricaniste à toute l'Afrique. Tous les leaders panafricains se réclament de Kwame Nkrumah. J'ai eu l'occasion d'aller avec mon fils au Ghana en septembre 2023, où justement nous avons visité le mausolée en l'honneur de Kwame Nkrumah. Et tous les dirigeants ghanéens ont toujours suivi la pensée politique de Kwame Nkrumah. D'ailleurs, il y a des articles qui disent que le Ghana n'a pas oublié Kwame Nkrumah. Et quand on voit que depuis janvier, avec le nouveau président John Mahama, et maintenant avec la position officielle, qui est un reniement de la position historique panafricaniste du Ghana, il faut s'interroger, il faut réfléchir, il faut se poser des questions. Nous sommes en train de vivre une transition politique, diplomatique très importante, très profonde. Et si nous n'en tirons pas les conséquences, nous risquons de vivre d'autres déconvenues. Alors combien de fois je vous ai sensibilisé sur la nécessité d'adapter le paradigme diplomatique aux nouvelles réalités géopolitiques et géostratégiques mondiales. Pour l'instant, je ne suis pas écouté, mais vous savez, je suis extrêmement patient et pédagogue,
et de façon régulière et récurrente, je sensibiliserai le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, sur la nécessité qu'il y ait au plus haut niveau de l'État, et notamment dans les principales institutions algériennes, notamment l'institution diplomatique, un changement générationnel avec des hommes et des femmes compétentes et qui ont de l'expérience pour éviter de tomber dans le piège du principe de Peter dont je vous ai parlé et qui risque d'amener l'ensemble de nos institutions, depuis l'administration jusqu'à la diplomatie en passant par le gouvernement, les ministères, les walis, vers ce qu'on appelle un seuil d'incompétence qui fait que nous n'arriverons pas à honorer les objectifs que nous nous sommes fixés dans tous les domaines, santé, éducation, diplomatie, sport, etc. etc. Même l'agriculture, vous savez, l'Algérie, vous connaissez l'Algérie, c'était le grenier du blé, depuis l'époque romaine jusqu'à la colonisation française. Et aujourd'hui, nous importons 95% du blé tendre. Vous savez, le blé tendre, pour faire du pain, pour faire des beaux gâteaux. Vous imaginez, 95% de blé tendre est importé par l'Algérie. Alors, vous savez que ce revirement de la diplomatie ghanéenne au sujet du Sahara occidental a lieu quelques jours après seulement le revirement de la diplomatie britannique concernant cette même question du Sahara occidental. Regardez, ça se passe toujours à Rabat. Le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy, a opéré un tournant ce dimanche 1er juin. Le pays, le Royaume-Uni, plaidait jusqu'à présent pour une autodétermination du territoire. Alger dit regretter cette décision. Voilà, nous, on est spécialistes des regrets, vous savez. Ça va devenir, c'est plus la diplomatie, c'est de la poésie diplomatique, vous savez. Les regrets, c'est de la nostalgie, vous voyez, je regrette. On regrette les temps révolus, on regrette le passé. Mais il ne faut pas regretter, il faut s'adapter. Il faut imaginer, il faut faire preuve d'audace, de créativité, d'inventivité. Voilà tout ce qui manque à notre diplomatie depuis 50 ans. Vous imaginez l'impact symbolique de la décision du Royaume-Uni. Vous savez que il est d'origine africaine, David Lammy. Et il est ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Et c'est lui, en sa qualité d'Africain et de ministre des Affaires étrangères britannique, qui dit « ça suffit maintenant ». On oublie l'ONU, ou plutôt l'ONU c'est en deuxième catégorie. Il dit qu'il reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Vous savez, c'est une douche, elle n'est pas froide, elle est gelée pour la diplomatie algérienne. Alors c'est dans toute la presse, évidemment. Le Royaume-Uni se rallie au plan du Maroc sur le Sahara occidental le 2 juin. Alors que Londres considérait jusqu'à présent le statut de ces territoires disputés comme indéterminé, le chef de la diplomatie britannique a reconnu dimanche à Rabat la proposition d'autonomie du Maroc comme la base la plus crédible. Ça fait mal quand même. Hein. Vous savez, c'est toujours ce mot-là qui revient. Crédible, crédible. Alors les Anglais disent crédible et pragmatique. Pragmatique. Vous savez que le pragmatisme, c'est presque une religion chez les anglo-saxons, que ce soit les Anglais ou les Américains. Ça fait mal, non? Donc ça veut dire quoi? A contrario, ça veut dire que la position algérienne n'est ni crédible, ni sérieuse, ni pragmatique. Vous savez, je suis triste. Alors, je répète ce que dit le ministre des Affaires étrangères britannique. Le Royaume-Uni considère la proposition d'autonomie du Maroc comme la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour une résolution durable du différend. Vous savez, c'est à peu près la même chose qu'a dit le Ghana. Vous savez, c'est des pays anglophones, ils répètent la même chose. Hein, le Ghana, notre ami ghanéen, qu'est-ce qu'il dit, le ministre des Affaires étrangères ghanéen? Il dit que c'est une voie crédible et sérieuse vers une résolution durable et pacifique. Et le Britannique dit
que c'est une base crédible, viable et la plus pragmatique pour une résolution durable. C'est les mêmes mots qui reviennent. Viable, durable, pragmatique. Ça fait mal, non? Je parle aux Algériens. Ça vous fait mal ou pas? Et l'Angleterre, c'est pas un petit pays, hein. C'est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui détient le droit de veto. S'il dit non, il ne va rien se passer. Donc pour l'instant, c'est un gros poids lourd qui soutient le plan d'autonomie du Maroc, suivi par un poids lourd du panafricanisme, c'est-à-dire le Ghana. C'est pas rien, c'est des pays anglo-saxons. Allez, on continue. Donc, 1er juin, le Royaume-Uni considère le plan d'autonomie marocain comme la base la plus crédible. Vous savez, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est l'excellence? Où sont les Kélian Mour et les Iman Khalif de la diplomatie, ceux qui arrivent à avoir une médaille d'or, les feux Mohamed Sedek Ben Yahya, les feux Cherif Gellel? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir de l'excellence dans la diplomatie algérienne? Alors, il n'y a pas que le Ghana, il n'y a pas que l'Angleterre qui reconnaissent le plan d'autonomie du Maroc. Il y a Berlin, c'était en août 2022, Sahara occidental, Berlin appuie le plan d'autonomie marocain. Regardez, août 2022. Le chef de la diplomatie marocaine à Saborita et son homologue allemande, Annalena Baerbock, le 25 août 2022 à Rabat. Tout se passe à Rabat. Pourquoi l'Algérie, la diplomatie algérienne n'arrive pas à inviter les grandes puissances ou les pays africains ou asiatiques à Alger pour qu'eux aussi disent que nous approuvons la position algérienne? Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'a pas bougé depuis 50 ans. On répète la même chose. C'est comme on est à l'époque. Vous vous rappelez les... Comment ça s'appelle? Les cassettes. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas les cassettes. Avant, dans les voitures, les postes radio, on mettait une cassette. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cassettes? Cassettes, c'est... Vous savez, le rail, quand ça a commencé dans les années 80, ils vendaient des cassettes. Ben nous, dans la diplomatie, on est au niveau des cassettes. Il n'y a plus de cassettes. On se souvenait, après, il y avait les Walkman. On avait les Walkman. Après, il y avait quoi? J'ai oublié les noms. Vous savez, ça évolue tellement. Vous savez, la technologie, elle évolue. Cassette, Walkman. Après, on a eu les CD. Maintenant, après, c'est... comment ça s'appelle maintenant? J'ai oublié la... Vous savez, c'est les... Je sais même plus. Vous savez, j'ai 4 ans de prison, j'oublie les mots. Comment on appelle? Clé USB, etc. Puis maintenant, on parle au téléphone et il enclenche tout seul la musique. Vous imaginez tous les sauts technologiques qu'il y a eu depuis les cassettes? Cassettes, Walkman, CD, DVD, clé USB, reconnaissance vocale. Ouais, j'ai déjà énuméré 5. Ah oui, les iPods. Donc ça fait 6. 6 révolutions technologiques. Et ben nous, la diplomatie algérienne, depuis les cassettes, on répète toujours la même chose. Cassette. Ben évidemment, les autres pays disent, puisque la diplomatie algérienne elle est encore au stade des cassettes, alors qu'on en est à la reconnaissance vocale de la musique, ils disent, on préfère aller avec le Maroc, au moins lui il s'adapte. Alors, Ghana, Royaume-Uni, Allemagne avec Berlin. Après, il y a eu l'Espagne le 8 juin 2022. Alors nous, on s'est fâchés. L'Algérie suspend un traité de coopération avec l'Espagne après son revirement sur le Sahara. Voilà, juin 2022. On continue. Avant ça, il y avait qui? Il y avait les États-Unis. Le 10 décembre 2020, Trump reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental et annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Voilà. Entre-temps, Biden est resté 4 ans au pouvoir. Donald Trump est revenu au pouvoir. Il a réitéré la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue? Sahara occidental.
après que le nouveau secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le nouveau ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, a réitéré le soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, parce qu'il avait reçu le ministre des Affaires étrangères marocain à Washington. C'était le 8 avril 2025. 8 avril 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie regrette la réaffirmation de la position américaine. Regrette. Vous savez, on adore ça devient, on adore ce verbe, regretter. On passe notre temps à regretter. On regrette. Je ne savais pas que c'était un verbe important de la diplomatie. Regretter. Mais quand on est diplomate, on ne regrette pas. Quand on arrive 4e dans une compétition, qu'on n'a ni la médaille d'or, ni la médaille d'argent, ni la médaille de bronze, on n'a rien, on n'a aucune médaille, on ne regrette pas. On essaie de se dire, la prochaine fois, je vais avoir la médaille de bronze, ou je vais avoir la médaille d'argent, je vais avoir la médaille d'or. On ne regrette pas, il faut se remettre en question. On continue. Donc là, l'Algérie regrette la position américaine sur le Sahara occidental. Après, l'Algérie regrette le soutien de Londres au plan d'autonomie marocain. Je vous ai dit, c'est le verbe fétiche de la diplomatie algérienne. Regretter. 9 avril 2025, regretter 2 juin 2025, mais on va passer notre temps à regretter, c'est ça? Regretter. Alors, Ghana, Angleterre, Allemagne, Espagne, États-Unis et bien sûr, vous connaissez un autre pays très important, la France. Macron a reconnu le 30 juillet 2024 la marocanité du Sahara occidental. Il n'a pas fait que reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Regardez ce qu'il a dit. Macron promet au Parlement marocain des investissements français dans le Sahara occidental contesté. Dans son discours devant le Parlement marocain au 2e jour de sa visite d'État, le président français Emmanuel Macron a renouvelé le 29 octobre, c'était le 29 octobre 2024, le soutien de son pays à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Vous imaginez? Donc non seulement il reconnaît en violation de la légalité internationale la marocanité sur le Sahara occidental, mais en plus il promet des investissements dans le Sahara occidental. Visite d'État au mois d'octobre 2024. Et vous vous souvenez que le 27 août 2022, il a fait une autre visite d'État en Algérie. Regardez. 27 août 2022. Il a eu beaucoup de contrats, vous savez. Beaucoup de contrats. Et comment il va trouver l'argent là pour investir au Sahara occidental, Macron? Je vais vous dire où il va avoir l'argent. En tout cas, une partie de l'argent. Eh bien, savez-vous que Total, notre ami Total, a obtenu sous Bouteflika le renouvellement de 25 ans de gaz gratuit à TFT. Et je vous ai montré une petite vidéo hier. Et 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Barkine. Comme il y a de l'argent, il va le mettre au Maroc, voyons. C'est l'Algérie qui paye. Donc Macron promet des investissements dans le Sahara occidental avec l'argent de notre beau pays. Mais je trouve ça magique, vous ne trouvez pas? Il est doué, Macron, quand même. Macron, il est doué. Il est fort. Voilà, il promet aux Algériens et après il revient sur ses promesses et après il va aller voir nos frères marocains. Oui, parce qu'il sait qu'on ne s'entend pas, donc évidemment il joue là-dessus. Donc août 2022, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Et octobre 2024, hop, il change de bord. D'Alger, il passe à Rabat. Et avec les cadeaux qu'il a obtenus, en tout cas depuis Bouteflika de l'Algérie, il va les investir au Maroc. Magnifique. C'est du grand art, non?
Puis comme notre pays ne sait plus faire de diplomatie, ne sait plus gagner des coupes, ne sait plus se qualifier en Coupe du Monde, on ne sait plus produire du blé, on ne sait plus avoir des avocats pour défendre les intérêts de l'Algérie en France. Regardez, Outradoul en 2018, il disait, 14 mai 2018, Sonatrach perd 8 milliards par an. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Outradoul, l'ancien président de la Sonatrach. Choroq, l'Algérie perd 130 milliards de centimes dans un marché douteux. Et on ne sait même plus faire de business, on ne sait même plus gagner des contrats, on ne sait rien faire. Je vous ai dit, l'incompétence est devenue reine. Allez, on continue. La Sonatrach perd l'arbitrage international contre un groupe espagnol. On continue. Les entreprises étrangères sollicitent de plus en plus l'arbitrage international, le gisement des entreprises étrangères en Algérie. Ben oui, parce qu'on ne sait plus faire de contrat. Donc les entreprises étrangères saisissent les tribunaux internationaux et à chaque fois on perd. 95% des arbitrages internationaux étaient perdus par l'Algérie. Bon, bref. Revenons au Sahara, pour finir. Alors finalement, quels États soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Il y en a combien? Dans les années 70, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 pays dans le monde soutenaient le Polisario en tant que représentant du Sahara occidental. Donc 80 pays reconnaissaient la volonté des Sahraouis d'être indépendants. 50 ans après, divisé par deux. À peine 40 aujourd'hui. Vous imaginez la déflagration? Alors, certains commentaires me disent « Mais Rachid, c'est bien beau de critiquer, mais c'est quoi la solution ?» La solution, vous le savez, en tout cas une des solutions que je considère moi comme crédible, sérieuse, pragmatique, viable et durable, 5 adjectifs, 5 qualificatifs, c'est celle que, humblement, je défends depuis 2013 et qui consiste en la mise en place d'une double souveraineté. Donc en langage diplomatique, ça s'appelle un condominium. Double souveraineté algéro-marocaine comme solution politique définitive au conflit cinquantenaire, donc sur le Sahara occidental. Pendant 10 ans, je propose que l'Algérie et le Maroc gèrent ensemble ce territoire. C'est ma proposition personnelle, ce n'est pas une proposition de la diplomatie algérienne ou du gouvernement algérien ou de l'État algérien. Parce que nos amis, nos frères marocains, ils pensent que quand je parle, c'est comme si j'étais le porte-parole du gouvernement algérien ou de l'État algérien ou de la diplomatie algérienne. Pas du tout. C'est le citoyen algérien panafricaniste Rachid Nekaz qui défend depuis 2013 cette proposition-là. C'était bien avant la prison, car évidemment nos mouches électroniques marocains disent « Oui, depuis que tu étais en prison en Algérie, tu as complètement changé de bord. » Non, vous pouvez vérifier, j'en ai parlé dans les médias algériens depuis 2013 et je n'ai pas bougé d'un iota. Cette proposition-là, régulièrement, je la publie. Vous pouvez la voir sur Internet, en vidéo ou en texte. Cette proposition-là, je ne l'ai pas sortie de ma tête. Vous pouvez imaginer, je suis historien de formation. Donc, je me suis inspiré de ce qui a fonctionné par le passé. Et j'ai cité dans cette tribune qui fait 8 pages l'exemple de la principauté d'Andorre. Andorre, vous connaissez, c'est un petit État qui est entre la France et l'Espagne et qui est géré depuis 1278 dans le cadre d'un condominium franco-espagnol. Donc, il y a 2 présidents, 2 souverains. C'est à la fois le président français Emmanuel Macron aujourd'hui et l'évêque d'Urgell, c'est une petite localité donc espagnole. Donc depuis 1278, la principauté d'Andorre est gérée par 2 pays, la France et l'Espagne. À l'époque, on est au XIIIe siècle, il y avait une rivalité entre le comte de Foix, Foix, c'est à la frontière espagnole, et l'Espagne. Donc ils ont trouvé comme solution de dire on va arrêter de se battre et on va gérer ensemble ce territoire. Donc bien sûr, je ne propose pas de gérer ce territoire pendant 800 ans, comme la principauté d'Andorre, mais uniquement pendant 10 ans. Pourquoi 10 ans? Car je veux inscrire cette idée avec
l'organisation de 2 référendums. D'abord, évidemment, il faut poser la question au peuple sahraoui s'ils sont d'accord. Donc l'idée, c'est d'organiser d'abord un premier référendum où l'ONU organiserait ce référendum pour demander au peuple sahraoui s'il serait d'accord pour vivre pendant 10 ans sous le régime du condominium, donc de la double souveraineté algéro-marocaine. Et au bout de 10 ans, si la réponse des Sahraouis est positive, il y aura un deuxième référendum où on poserait 3 questions. Est-ce que vous voulez rester dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine? Est-ce que vous approuvez le plan d'autonomie marocain dans le cadre de la monarchie marocaine? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Alors, pourquoi 10 ans? À nouveau, je fais appel à l'histoire. Est-ce que vous savez que les îles Samoa, entre 1889 et 1890, étaient gérées par 3 pays pendant 10 ans? États-Unis, Angleterre et Allemagne. Et à l'époque, c'était le fils de l'ancien chancelier allemand Bismarck, qui s'appelle Herbert Bismarck, qui avait proposé cette idée-là. Et d'ailleurs, ce condominium sur les îles Samoa, donc qui a duré 10 ans entre 1889 et 1899, était le premier traité diplomatique international qui avait été rédigé en anglais, car jusqu'à 1889, tous les traités étaient rédigés en langue française, car à l'époque, la diplomatie française, c'était quelque chose de très élevé, et la langue française, c'était la langue diplomatique par excellence. Donc vous voyez, tout évolue. Avant, on rédigeait les traités diplomatiques en français, et jusqu'en 1889, c'est devenu l'anglais. Et nous, il faudra peut-être qu'on réfléchisse, que les choses évoluent. Donc il n'y a pas que les îles Samoa qui ont été gérées dans le cadre d'un condominium, entre les Américains, les Anglais et les Britanniques. Il y a aussi le Soudan qui a été géré pendant 57 ans par à la fois l'Égypte et l'Angleterre, 1899-1956. C'était géré dans le cadre d'un condominium anglo-égyptien. Je pourrais vous citer d'autres exemples, par exemple les Nouvelles Hébrides. Les Nouvelles Hébrides, c'est le nom actuel s'appelle Vanuatu. Vous savez que nous avons un célèbre militaire algérien qui a obtenu la nationalité de Vanuatu. On peut comparer d'ailleurs Vanuatu un peu au Sahara occidental, c'est à peu près 320-350 000 habitants. Le Sahara occidental, c'est autour de 600 000. Et entre 1906 et 1980, ou plutôt 1907 et 1980, les îles Vanuatu étaient gérées dans le cadre d'un condominium aussi, franco-britannique, français et anglais. Bref, tout ça pour vous dire que cette idée de condominium que les mouches électroniques marocaines aiment critiquer, elle repose sur une philosophie politique sérieuse, crédible, viable, pragmatique et durable. D'ailleurs, il y a un grand prof de droit constitutionnel, qui est un grec d'ailleurs, qui était ambassadeur de la République grecque à Paris pendant longtemps, je crois une quinzaine d'années, notamment je crois entre 1927 et 1940, qui s'appelle Politis, Nicolas Politis, et qui a beaucoup écrit sur le principe du condominium. Alors, non seulement cette idée de condominium que j'ai développée depuis 12 ans est une proposition sérieuse, c'est une alternative au statu quo, et j'invite la diplomatie algérienne à l'étudier, et pourquoi pas à la reprendre à son compte. Je sais qu'il y a des problèmes d'ego, car vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du principe de Peter. Vous savez, quand on est incompétent, on a du mal à accepter les idées qui viennent d'ailleurs, mais c'est pas grave. Entre Algériens, on peut se parler directement. Alors, sachez que cette idée de condominium s'inspire aussi de ce qui s'est passé à Madrid le 14 novembre 1975. Vous savez que les autorités espagnoles, une semaine avant la mort du dictateur Franco, qui a gouverné, qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer pendant 40 ans, entre 1936 et 1975, le 14 novembre 1975, les autorités espagnoles ont réuni secrètement des responsables marocains, des responsables mauritaniens, pour décider de l'avenir du Sahara occidental. C'est ce qu'on appelle la déclaration de Madrid, qui est issue de la conférence de Madrid, donc 14 novembre 1975. Donc l'Algérie n'avait pas été conviée. Et pourtant, il y avait des conférences avant, notamment
en 73, où l'Algérie avait été associée à la question du Sahara occidental. Pourquoi? Car nous avons une frontière avec le Sahara occidental, non seulement le Maroc, plus de 1600 km de frontière, le Sahara occidental autour de 40 à 70 km, et la Mauritanie. Donc c'était un peu normal d'associer l'Algérie, quand bien même l'Algérie n'a aucune revendication sur le Sahara occidental, que les choses soient claires. Mais que dit cette déclaration du 14 novembre, cette déclaration de Madrid du 14 novembre? Je vais vous le... Elle est très courte, cette déclaration. Ça s'appelle déclaration de principe au sujet du Sahara occidental, en date donc du 14 novembre 1975. Écoutez, elle est très très courte. Il y a 6 points. Donc je ne vais pas vous énumérer les 6 points, mais vous savez, c'est pas... elle est disponible sur Internet, en arabe, en espagnol, en français. Donc, et en anglais. Elle est extrêmement courte. Et je vais vous citer un des points qui va dans le sens de ma proposition de la mise en place d'un condominium, d'une double souveraineté algéro-marocaine. Alors bien sûr, c'est une piste de travail. Ça peut être un condominium à 3 pays, Algérie, Maroc, Mauritanie. Tout est ouvert, à vrai dire. Allez, bismillah. Bismillah, bismillah. Déjà, le premier point sur les 6. L'Espagne réaffirme sa résolution exprimée à maintes reprises devant l'Organisation des Nations Unies de décoloniser le territoire du Sahara occidental en mettant un terme aux responsabilités et au pouvoir qu'elle a sur ce territoire en qualité de puissance administrante. Car il faut savoir que l'Espagne était présente au Sahara occidental depuis 1884. 1884, c'est une date très importante. C'est la même année où a eu lieu la conférence de Berlin. 1884-1885. Vous savez que la conférence de Berlin a réuni l'ensemble des puissances occidentales en Afrique, et c'est là où les Occidentaux se sont partagés toute l'Afrique. Donc c'est à ce moment-là où l'Espagne est entrée au Sahara occidental, juste avant la conférence de Berlin. Donc le point le plus important est le suivant. Le numéro 3. L'opinion de la population sahraoui exprimée par l'intermédiaire de la Jama'a sera respectée. Donc ils tiennent compte de l'opinion des Sahraouis. Donc ils distinguent bien des Marocains. Sinon ils diraient l'opinion marocaine. Et sur la base de ce point extrêmement important, écoutez bien l'importance de ce point-là, les 3 pays, Espagne, Maroc, Mauritanie, déclarent être parvenus aux conclusions qui précèdent dans le meilleur esprit de compréhension, de fraternité et de respect des principes de la Charte des Nations Unies. Donc tout doit se faire dans le cadre des Nations Unies. Ils y voient le meilleur moyen de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça, c'est la position que défend l'Algérie depuis 1975. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de dire, ce point-là, numéro 3, c'est que ça doit être géré par les 3 pays. Vous entendez? Ce point-là est extrêmement important. Les 3 pays déclarent être parvenus aux conclusions qui précèdent dans le meilleur esprit de compréhension, de fraternité et de respect des principes de la Charte des Nations Unies. Et maintenant, la conclusion de cela, c'est le point 2. En conséquence de ce qui précède, et conformément aux négociations avec les parties intéressées tenues sur les instances de l'Organisation des Nations Unies, l'Espagne procédera immédiatement à l'instauration d'une administration temporaire dans le territoire à laquelle participeront le Maroc et la Mauritanie en collaboration avec la Jama'a. L'Espagne procédera immédiatement à l'instauration d'une administration temporaire dans le territoire à laquelle participeront le Maroc et la Mauritanie en collaboration avec la Jama'a. Ça ne vous rappelle pas l'exemple des îles Samoa, 1889-1899, États-Unis, Angleterre, Allemagne, les 3 pays ont géré le territoire pendant 10 ans, les îles Samoa. Et l'Espagne dit, et donc à cette administration temporaire
à cette administration temporaire seront transmis les responsabilités et les pouvoirs visés au paragraphe précédent. À cette administration temporaire, donc Maroc, Mauritanie et Jama'a des Sahraouis, seront transmis les responsabilités et les pouvoirs visés au paragraphe précédent. En conséquence, il est convenu de nommer sur la proposition du Maroc et de la Mauritanie 2 gouverneurs adjoints qui assisteront le gouverneur général du territoire dans ses fonctions. Je répète, en conséquence, il est convenu de nommer sur la proposition du Maroc et de la Mauritanie 2 gouverneurs adjoints qui assisteront le gouverneur général du territoire dans ses fonctions. Ça ne vous rappelle pas l'idée de condominium que je défends? Ça, c'est dans la conférence de Madrid. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est écrit noir sur blanc, le point numéro 2. Regardez, le point numéro 2. Donc il y aura 2 gouverneurs marocains et mauritaniens. Et ce n'est pas sur la proposition de Rachinika, c'est sur la proposition du Maroc et de la Mauritanie. Regardez. C'est une proposition du Maroc et de la Mauritanie. Donc le Maroc était d'accord pour partager avec la Mauritanie. Et la Jama'a des Sahraouis. Donc vous imaginez, c'est un texte qui a été signé par les Marocains, par les Mauritaniens et par les Espagnols. Je n'invente rien. C'est la déclaration de principe de l'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie au sujet du Sahara occidental. Donc signé pour l'Espagne par Carlos Arias Navarro. Signé, donc je crois que c'est attendez, que je ne me trompe pas, par le Marocain Ahmed Osman et le Mauritanien Hamdi Mouknas. Peut-être que je trompe les noms, parce que c'est les mêmes noms, c'est le même peuple. Vous avez bien compris que le peuple mauritanien, sahraoui, marocain, algérien, tunisien, libyen, c'est le même peuple. C'est tous des musulmans et c'est tous des berbères. Et donc le texte est entré en vigueur le 19 novembre 1975. Regardez, texte entré en vigueur le 19 novembre 1975. Donc, la proposition de condominium de double souveraineté algéro-marocaine, elle s'inspire directement de la déclaration de Madrid signée par les Espagnols, les Marocains et les Mauritaniens du 14 novembre 1975. Donc, excusez-moi les mouches électroniques marocaines, un peu de culture, un peu de référentiel, ça va vous faire du bien. Donc voilà pour les signataires. Donc voilà, je fais peut-être une confusion au niveau des 2 noms ici. Vous savez, marocain, mauritanien ou algérien, c'est pareil, vous avez compris. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire de la diplomatie de la cassette et qu'on évolue notre paradigme, il faut qu'on fasse évoluer notre paradigme diplomatique avec de la reconnaissance musicale pour faire le parallèle avec la musique. Et cette idée de condominium algéro-marocain, et on peut y associer la Mauritanie si elle est d'accord, à mon sens, est la solution alternative la plus sérieuse, la plus viable, la plus durable, la plus pragmatique. Et, qu'est-ce que j'ai oublié le 5e? Et celle qui peut obtenir la majorité au Conseil de sécurité des Nations Unies si un des pays du Conseil de sécurité décidait de déposer un projet de résolution. Excusez-moi d'avoir été long, mais je trouve que c'était important étant donné ce qui est en train de se passer au sujet de cette question du Sahara occidental avec la décision nouvelle d'un grand pays panafricaniste, c'est-à-dire le Ghana, de reconnaître le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. C'est un tournant, car il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Anglais, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Espagnols, il n'y a pas que les Allemands, il y a aussi des pays africains qui aujourd'hui ont décidé de soutenir ce plan d'autonomie marocain qui fait passer l'Algérie comme un pays qui n'arrive plus à s'adapter. Et en ma qualité de citoyen algérien, j'ai le devoir de soumettre une idée, une proposition nouvelle qui, s'inspirant de la déclaration de Madrid du 14 novembre 1975 et s'inspirant d'autres exemples dans le monde entier, que ce soit la principauté d'Andorre, le Soudan entre 1899 et 1956, les îles Samoa ou l'île Vanuatu, sur la base de ces exemples constitutionnels et historiques,
je considère qu'il était important de vous présenter cette idée en détail pour vous dire qu'elle est sérieuse et qu'elle peut être une alternative crédible au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarham shuhada.